va passer au panel suivant qui est consacré à l'accompagnement associatif. Et je laisse la parole à Christophe Rouget. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je propose à Sarah Cesaro et à Thomas Ologo de rejoindre la scène. Et je vais vous donner la parole les unes et les uns après les autres. Et juste dans cette continuité, je suis très heureux parce que moi, je suis arrivé il y a 3 ans à l'Ardis et que du coup, il y a aussi un héritage qui se passe entre bénévoles et que du coup, Thomas et Sarah sont aussi les témoins de cet héritage et que l'Ardis, si elle est l'Ardis aujourd'hui, c'est aussi grâce à LE. Voilà, merci beaucoup. Et qui veut prendre la parole en premier? Donc, je propose. Allez, vas-y, viens Thomas. Donc Thomas Ologo, représentant de l'association Arc Essentiel, qui va vous parler de l'engagement des réfugiés, une solution pour faciliter l'intégration des réfugiés LGBTQI+ en France. Bonjour à tous et merci à Aude et à Florent pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là justement pour partager l'expérience de Arc Essentiel. Arc Essentiel qui est une association des réfugiés LGBTQ+ en France. Arc Essentiel a été créé en 2021 pendant le Covid et c'est proprement en 2022 que nous avons proprement commencé les activités. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que il y avait un grand questionnement de qu'est-ce que vous voulez apporter en tant qu'association. Et pour nous, la réponse était tout simplement les réfugiés veulent s'engager, les réfugiés veulent agir, les réfugiés veulent s'impliquer parce qu'ils sont concernés justement par tout ce qui est intégration, par tout ce qui est immigration, parce qu'ils sont les premiers à subir justement que ce soit les discriminations, que ce soit les persécutions. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'on a assez avancé malgré ces difficultés. En 2022, nous avons pu accueillir 267 personnes. Et en 2023, nous sommes à 407 personnes accompagnées, 407 réfugiés. Ces réfugiés viennent d'où? Tout simplement parce que nous sommes spécialisés sur les questions des réfugiés, parce qu'on estime qu'il y a des associations qui font un très beau travail comme l'Ardis, le Melting Point, il y a pas mal d'associations et nous, on vient compléter le travail qui est déjà fait, qui est de faciliter justement l'intégration. Avoir le statut de réfugié, c'est une fierté parce qu'on se dit, j'ai fait presque 1 an, 2 ans pour certains, voire même 3, où je ne pouvais rien faire. Et aujourd'hui, je suis réfugié. Et on se dit, oui, tout change. On va pouvoir rapidement trouver le travail, on va rapidement trouver un logement, on va rapidement pouvoir être libre, proprement dit. Mais malheureusement, on se retrouve confronté à plusieurs difficultés, en fait. Parce que dès l'obtention, il faut déjà avoir un titre de séjour. Et avec la nouvelle loi, je pense que ça a changé. Maintenant, il faut demander un titre de séjour sur étranger en France, où on délivre un titre, une attestation de prolongation d'instruction de titre de séjour de 6 mois. Ça veut dire que le réfugié, il a 6 mois pour pouvoir trouver un emploi. Il a 6 mois pour pouvoir trouver un logement, chose qui n'est pas toujours évidente parce que cette attestation de 6 mois, les 6 mois passent tellement vite que la personne se retrouve donc confrontée à une rupture de droit. Parce qu'il avait fait une demande de RSA, il a pu obtenir. Il ne le reçoit plus parce qu'il ne trouve pas à trouver un emploi, parce que souvent les entreprises ne connaissent pas ce document-là et très peu acceptent d'engager des personnes réfugiées. Donc, si elles obtiennent même un emploi, très vite, ils sont justement, les contrats, il y a des ruptures de contrat parce que l'entreprise estime que la personne est de façon illégale. Pourtant, selon la Convention de Genève, la personne a droit à une carte de résident de 10 ans. Donc, chose qu'on ne comprend pas pourquoi toujours les administrations ne délivrent pas un document qui permet aux personnes réfugiées de pouvoir accéder directement aux droits sans avoir des ruptures de ces droits-là. Donc, pour nous, c'était important de se retrouver des gens entre réfugiés, de discuter, d'échanger, de trouver de bonnes pratiques, de s'aider pour pouvoir trouver des solutions pour mieux s'intégrer dans un pays que certains considèrent toujours qui n'est pas le nôtre parce qu'on se dit, je ne suis pas chez moi.
c'est ce que j'entends tout le temps, des personnes quand on les reçoit en permanence. Je ne me sens pas chez moi, j'ai envie de retourner parce que je ne me sens pas bien accueilli. Et pour nous, euh, c'est, euh, c'est triste parce qu'on se dit, on est venu chercher la liberté. Ça veut dire, on a subi tellement de persécutions, certains ont dû prendre la route et qu'on connaît tout ce que ça entrave. Mais ils sont arrivés en France et se disant, ouf, je suis arrivé, c'est un nouvel espoir, je vais pouvoir trouver l'amour, je vais pouvoir trouver, parce que c'est surtout ça, je vais pouvoir vivre ma vie. C'est même pas le travail que les gens viennent chercher. Pour les personnes, surtout les personnes qui ont fait une demande d'asile, les personnes LGBT, c'est pas le travail, parce qu'il y a des personnes qui étaient avocats, qui étaient médecins, qui avaient un bon travail comptable, mais qui se retrouvent là et qui se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Peut-être j'aurais dû continuer à subir toutes les persécutions que j'ai subissées dans mon pays, que de me rendre, en gros, pratiquement inutile, pratiquement rien, parce que c'est souvent ce que j'entends dans ce pays. J'ai des personnes qui ont voulu rentrer malgré l'obtention du statut de réfugié, parce qu'elles ne se sentaient pas chez elles, parce que, par exemple, il est médecin celui-là, et il a envie d'exercer, mais il ne peut pas exercer, parce que malheureusement, la France ne reconnaît pas ces diplômes ici. Il a essayé de faire des concours. Vous voyez, on dit qu'il y a un manque de médecins, et il y a un besoin de 2000 médecins, mais quand il y a des concours, on veut recruter 200 personnes. Et parmi les 200 personnes, bah, il n'a pas été sélectionné. Et lui, c'était une frustration déjà. Et donc, pour nous, c'est à Arc Essentiel, donc c'est leur redonner dans cet espoir-là. De se dire, moi, en voyant d'autres réfugiés, de se dire, moi, j'ai réussi. J'ai pu m'intégrer, j'ai pu trouver un travail, mais comment tu as fait? Comment toi ça s'est passé? Comment tu gères les discriminations? Comment tu gères le racisme? Comment tu gères ci, ça? Et c'est à travers ces groupes de parole, dans le programme Café d'intégration, qu'on arrive justement à retrouver cet espoir-là. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour nous écouter, ils sont là pour nous écouter, pour nous accompagner. Mais parfois, on a besoin de se retrouver entre nous, de trouver cette force. Parce que le fait de voir un confrère, une sœur, qui a pu avoir un travail, avoir un logement, qui se sent aujourd'hui française, qui se sent appartenir à ce pays qui est aujourd'hui le sien, pour lui c'est une force, c'est de se dire, oui, si lui il a réussi, moi aussi je peux réussir. Si lui il se sent bien dans ce pays, moi aussi je peux me sentir bien dans ce pays. Mais comment je me sens bien? Alors, c'est en s'engageant aussi auprès de cette communauté d'accueil. C'est en œuvrant aussi auprès de ceux qui sont là tous les jours. C'est en travaillant, parce que grâce au travail, les réfugiés contribuent pleinement aussi à l'économie française. Mais ce n'est pas seulement par le travail, c'est aussi, comme on le sait, par le sport, par l'engagement associatif. Et nous ici, c'est plus l'engagement associatif. Parce que par exemple, moi je prends toujours mon exemple. Quand j'étais demandeur d'asile, j'ai cherché à travailler parce que je ne pouvais pas, mais je voulais être bénévole. Et l'association qui m'a ouvert les portes, c'était d'abord le Secours catholique. Ensuite, le Secours catholique, c'était l'Ardis qui m'a ouvert les portes, qui m'a permis justement de pouvoir donner aussi un peu de moi, contribuer, aider les autres. Et je veux dire que l'Ardis m'a permis aussi de m'intégrer parce que j'ai pu échanger avec des bénévoles, j'ai pu échanger avec d'autres personnes. Et c'était une force pour moi. Et je me suis dit, ben, ici, je me sens chez moi, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de contribuer. Et aujourd'hui, je comprends le pays d'accueil, je connais le pays d'accueil. Et c'est pourquoi je voulais partager ça avec d'autres personnes qui ont cru en moi, qui ont voulu se mettre ensemble. Et aujourd'hui, Arc Essentiel apporte des solutions dans la vie d'autres réfugiés qui viennent, comme je l'ai dit, nous, on ne traite pas les demandes d'asile, donc ces personnes viennent principalement des associations telles que l'Ardis, le Melting Point,
qui sont orientés et qui trouvent justement des solutions. Aujourd'hui, on a quelques personnes qui sont aujourd'hui françaises qui peuvent voter parce que en tant que réfugié ou demandeur d'asile, on ne peut pas voter. Donc, on subit ces lois sans pour autant agir. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions grâce au plaidoyer qu'on peut faire parce qu'en tant que partenaire du Haut Commissariat des réfugiés, on contribue à notre manière pour pouvoir faire passer nos besoins, faire entendre notre voix parce que nous sommes des sans-voix. Ils ne pourront pas voter, nous sommes des sans-voix. Donc, à travers ça, on essaie de faire passer un message. Aujourd'hui, il y a une académie pour la participation des réfugiés et des demandeurs d'asile qui est dirigée par la DIER et le Haut Commissariat des réfugiés. Oh, malheureusement, on a eu quelques personnes qui ont voulu s'impliquer, mais n'ont pas été retenus. Mais je pense que Arc Essentiel a déjà une voix aussi. C'est une porte pour nous de pouvoir partager nos besoins, nos prises de voix, s'impliquer pleinement dans la vie politique, économique et sociale. Donc, pour conclure, donc, ce que je veux qu'on retient, c'est qu'en tant que réfugié, il est important de s'engager dans la société pour pouvoir se sentir chez soi dans le pays d'accueil, quelle que soit l'avancée, les politiques, on va l'avancer de tout ce qu'on peut entendre, que les réfugiés sont là pour voler le travail des uns des autres. Les réfugiés, ça vous le connaissez déjà, cette chanson, qui aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de membres de Arc Essentiel n'est plus un frein pour s'engager, pour contribuer au développement de la France, qui est notre pays d'accueil et qui fait aussi aujourd'hui notre fierté, dont nous voulons contribuer pleinement au développement en tant qu'acteurs et non qu'en tant que personnes qui sont là pour recevoir, mais en tant qu'acteurs au développement de la France. Merci beaucoup. Bien, du coup, merci beaucoup Thomas et j'invite maintenant Sarah Cesaro pour un recadrage intersectionnel à l'ARDIS, configuration d'engagement et travail associatif aux prises avec les rapports sociaux de sexe et de race. Merci beaucoup Thomas pour ton intervention et merci beaucoup Christophe pour l'introduction. Rebonjour. Alors, donc je m'appelle Sarah Cesaro, j'ai fait une thèse en sociologie et études de genre à l'université Paris 8, qui était basée sur un engagement ethnographique à l'ARDIS, donc depuis 2016 jusqu'à encore maintenant, de fait, mais jusqu'à 2022-2023, disons. Mon focus a porté vraiment, je me suis vraiment intéressé après moult changements de sujet de thèse, comme c'est souvent le cas, aux mutations du travail bénévole que j'observais, auquel je participais. Comme Florent, bien évidemment, j'ai dû m'engager à l'association. Donc aux mutations du travail bénévole et de la cause portée par l'association, que j'ai d'une part observé, mais à laquelle j'ai bien évidemment aussi participé, bon gré mal gré. Avant de commencer mon petite discussion, mon petit speech, je tiens à vous donner à voir une petite mise en abîme de ma communication aujourd'hui. C'est que souvent, quand on travaille sur les mobilisations, tôt ou tard, on est amené à parler devant ses propres enquêtés de ce qu'on a à dire sur eux et elles. Ça y est, c'est ce jour-là pour moi. Donc je suis face à un public très, très impressionnant, c'est très nombreux. On n'imaginait peut-être pas il y a quelques années être face à une centaine de personnes sur ces sujets, mais je suis aussi face à un nombre de mes enquêtés. Donc j'espère que les critiques ne seront pas trop acerbes, mais si c'est le cas, elles sont bien évidemment bienvenues. Donc, ma présentation cherche à résumer un des propos de ma thèse et à vous donner à voir comment, essayer de vous donner à voir comment la cause qui est portée par l'ARDIS a pu être modifiée au cours des dernières années. Donc la communication porte surtout sur la période entre guillemets récente de la vie de l'association, c'est les 7-8 dernières années, c'est-à-dire le temps de mon enquête. D'autres travaux se sont intéressés davantage à son origine, à son émergence. Le travail de Manuela, bien évidemment, que vous avez entendu tout à l'heure, sa thèse, on parle beaucoup, et aussi un mémoire de master de Julien Bécasse, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui a un excellent mémoire qui porte vraiment sur l'émergence de la cause de l'ARDIS.
Donc dans mon titre, il y a le mot recadrage. C'est un mot de la sociologie des mouvements sociaux qui vise à étudier ou à souligner tous les processus de mise et remise en discussion des raisons légitimes pour lesquelles se mobiliser. Donc ce sont des efforts produits par stratégiques, des organisations qui visent à faire deux choses, une en interne et une en externe. En interne, à maintenir une cohésion parmi les gens qui se mobilisent, et en externe, vers l'extérieur, à légitimer la cause tant auprès d'acteurs divers, ici il est souvent question de pouvoir public, mais aussi en vue de nouvelles potentielles recrues. Donc je me suis intéressé à la modification un peu du cadrage, des cadrages de l'association. L'ARDIS, on l'a compris, vous l'avez entendu plusieurs fois, a contribué à la création d'un champ de mobilisation au croisement des mobilisations LGBT et de l'espace de la cause des étrangers, auquel appartiennent bien évidemment d'autres associations ici présentes par ailleurs. Et est devenue, au fil des années, mais très rapidement de fait, dès le début des années 2000, une interlocutrice importante pour les pouvoirs publics, notamment en raison de l'adoption de répertoires d'action, c'est-à-dire d'outils d'action, très ancrés dans ce qu'en sociologie on appelle la défense des droits des exilés, c'est-à-dire des actions telles l'accompagnement juridique et social, ainsi que le plaidoyer. Qui, assez rapidement, dans l'histoire de l'association, sont préférés à d'autres répertoires davantage ancrés sur la contestation, donc la manifestation, la dénonciation d'acteurs publics, etc. Ce choix, cette adoption s'explique notamment par l'appartenance de la majorité des bénévoles aux classes moyennes supérieures, tant intellectuelles qu'économiques, qui voient notamment dans la contestation le risque d'entacher la respectabilité de la mobilisation et les marges de négociation que l'association peut avoir auprès des institutions. Cette crainte a eu des conséquences externes, bien évidemment, mais aussi internes. Contrairement à d'autres associations de l'espace de la cause des étrangers, l'ARDIS est majoritairement, pendant longtemps, composé d'hommes, dont les configurations d'engagement ont longtemps été marquées par la conjugalité avec les hommes étrangers, qu'ils cherchaient à régulariser, vous l'avez entendu, ou du moins à des rencontres avec des hommes étrangers qui font en sorte que ces personnes découvrent l'enjeu de l'exil et de l'asile LGBT. Dans ce contexte, l'engagement des femmes et des personnes exilées se heurte pendant longtemps, là aussi, à une homosexualité française, mais aussi blanche, ça vous nous aura pas échappé. Il et elle sont considérés comme des menaces à la professionnalité, à la professionnalisation de l'association. Les femmes sont souvent découragées par le sexisme ambiant et les personnes exilées sont progressivement reléguées autour de 2010, pour donner des dates un peu comme ça, au seul rôle de public, après avoir, dans une période précédente, été davantage acteurs et actrices, mais surtout acteurs, c'est beaucoup des hommes, de la mobilisation. À partir de 2015, dans le contexte de crise de l'accueil, l'association entame un processus assez important de féminisation et de rajeunissement, grâce notamment à la création d'espaces en non-mixité par quelques femmes bénévoles, dont les configurations d'engagement diffèrent grandement de celles que je viens d'évoquer. La question de la conjugalité, enfin la présence de la conjugalité devient absente, et ces jeunes femmes souhaitent majoritairement s'investir dans une cause politique, c'est dit comme ça, qu'elles découvrent via des médias divers, donc non pas via des rencontres, mais par des médias. C'est souvent cité un article en interne très connu de Cosette qui a rendu un peu, fait un peu de pub à l'ARDIS à un moment, ou des émissions radio. Mais ces femmes cherchent aussi, contrairement à ces hommes dont je vous parlais à l'instant, cherchent aussi un espace de sociabilité communautaire où s'engager, où évoluer, ou de fait se construire aussi elles-mêmes en tant que sujet politique LGBT, lesbien ou trans. L'investissement, donc, à la suite de ces ce changement de sociologie de l'association progressive, se modifie en conséquence. Ces nouvelles recrues forcent l'adoption de répertoires un peu plus contestataires, la participation à quelques manifestations, notamment au moment de la loi Asile-Immigration de 2018, la signature d'un certain nombre de communiqués de presse, etc. Et aussi une critique affichée de l'interorga LGBT, notamment de l'inter-LGBT. Donc ça reste des choses qui peuvent paraître anodines, mais dans le fait qu'elles soient actées en interne, ça allait vraiment pas de soi.
Et ces nouvelles recrues critiquent aussi quelque chose qui prend beaucoup de place dans les discussions internes, c'est-à-dire le tri plus ou moins assumé, mais plus ou moins avéré aussi, des demandeurs et demandeuses d'asile en fonction de la véracité supposée de leur homosexualité. Et œuvre par ailleurs à des nouvelles étapes de professionnalisation qui s'articulent sur 3 volets, dont je vais vous parler brièvement. Donc, premièrement, il y a l'investissement à nouveaux frais d'une arène juridique, notamment en ce qui concerne la lutte contre la liste des pays sûrs. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, très brièvement, c'est une liste qui est établie par le conseil d'administration de l'OFPRA qui estime que dans certains pays, il y aurait des persécutions moindres, en tout cas certains droits fondamentaux seraient respectés, qui ne préjugent pas nécessairement de l'issue de la demande d'asile, mais qui impliquent un traitement un peu plus rapide de celle-ci. Donc la lutte contre cette liste, afin de faire sortir donc, certains pays de cette liste, lutte qui a abouti effectivement sur un succès, donc il y a 3 pays qui sont sortis, sont le Sénégal, le Ghana et le Bénin. Faut savoir que le Sénégal est le premier pays d'origine du public de l'ARDIS, qui ne bénéficie, donc cette mesure, et elle est revendiquée comme telle, ne bénéficie pas, vous le voyez j'imagine, seulement aux personnes LGBT, puisque lorsqu'un pays sort, ce sont tous les ressortissants de ce pays qui de fait ont bénéficié. Donc c'est revendiqué comme non pas une mesure seulement spécifique à un public, mais générale de lutte pour le droit des personnes exilées. Il y a une deuxième étape de professionnalisation qui est la salarisation progressive d'un nombre croissant de tâches du travail associatif, sur laquelle je m'attarderai peut-être moins puisque le temps court. Et troisièmement, l'investissement d'une action particulière qui est celle de la formation de travailleurs sociaux en CADA, dont peut-être certains et certaines sont présents ici. Afin d'œuvrer à un meilleur accompagnement, disons ça comme ça, des personnes qui ne peuvent pas être suivies par l'ARDIS, et partant d'inverser la délégation d'État de la gestion des publics migratoires aux associations, notamment aux associations bénévoles. Donc il s'agit pour l'association de bénéficier notamment de financements publics pour former des acteurs salariés de l'accueil. Ce que donc je qualifie dans ma thèse de recadrage intersectionnel, non sans hésitation, concerne donc d'abord les relations qu'entretient l'association avec son champ d'intervention. Elle cherche donc en effet à mener une action qui vise à réduire les inégalités d'accès aux ressources nécessaires à la régularisation, y compris et peut-être surtout les inégalités produites par l'espace associatif en lui-même. Il s'agit donc plus largement de faire en sorte de faire de l'ARDIS une association qui ne fonctionne ni ne raisonne plus en silo, c'est-à-dire qui ne privilégie pas nécessairement une forme de discrimination plutôt qu'une autre, notamment l'homosexualité plutôt que la migration. Bien qu'il s'agisse toujours de défendre le droit des personnes exilées LGBTI, l'association cherche à œuvrer à la défense des droits des personnes exilées dans leur ensemble, bien évidemment avec certaines limites, qui passe aussi par le développement ou par la recherche d'un développement d'un ethos de travail qui serait moins attentif ou moins attentif à la véracité de l'homosexualité des personnes, et aussi, comme je l'ai dit à l'instant avec la question des pays sûrs, par l'investissement de l'arène publique et juridique, qui renoue, me semble-t-il, avec la tradition première de l'intersectionnalité comme une critique du droit et une praxis pour le modifier. Ce recadrage concerne aussi l'association à son intérieur, notamment l'organisation des relations entre les bénévoles et les demandeurs et demandeuses d'asile. Ce recadrage en fait permet d'ouvrir une réflexion sur les rapports de pouvoir propres à la relation d'aide. Donc c'était un ethos de travail entre guillemets viriliste, ce sont des mots de mes enquêtés, donc ils sont responsables, ils sont responsables, marqué notamment par la compétition qui est liée à l'individualité de l'accompagnement. Donc cet ethos est très fortement critiqué et va s'estomper progressivement sur des nouvelles tentatives de travail collectif qui tiennent aussi à la difficulté pour l'association de maintenir un fonctionnement face à l'accroissement des demandes. C'est aussi cela, c'est dans ce contexte qu'émerge aussi, que permet en tout cas que les accusations de violences sexuelles commises en interne par des bénévoles hommes sur des demandeurs d'asile hommes puissent être accueillies, problématisées et traitées. Et sans évidemment trop s'en vanter, vous en doutez, l'association devient de fait un des premiers acteurs associatifs intervenant dans ce champ particulier à parler publiquement de ce problème et à adopter un protocole pour le traiter.
ce qui trouve aujourd'hui un certain écho dans d'autres milieux associatifs. Donc, je commence à conclure. Ce recadrage intersectionnel ne passe pas, comme ça peut être le cas dans d'autres mobilisations, par la revendication d'une expérience commune d'oppression multiple entre les bénévoles et les demandeurs et demandeuses d'asile, mais bien par l'insistance sur des différences et les inégalités qu'il existe bien entre ces deux populations, ces deux groupes. Tout en ne se revendiquant pas ouvertement et explicitement de l'intersectionnalité, aux dernières nouvelles, y compris précisément en raison de la position dominante de la plupart de l'essentiel de ses membres dans les rapports sociaux de race. Ce recadrage insiste non pas ou cherche à sortir de l'insistance ou de la mise en avant de la position particulière ontologique des demandeurs d'asile comme toujours déjà au croisement de formes d'oppression multiples, mais plutôt cherche à mettre en avant la manière dont un contexte spatial spécifique, politique, donc ici un espace associatif, est producteur et reproducteur de formes de violence et de domination dont il se doit de faire quelque chose pour lutter contre. Donc ce recadrage, et je terminerai là-dessus, je crois que je suis en avance. C'est magnifique. Ce recadrage implique donc, vous l'avez, je l'ai dit rapidement, l'investissement de nouveaux terrains de lutte au sein de l'espace de la cause des étrangers, mais aussi du travail social, dont l'association contribue à rendre visible, à penser, à rendre visible la structuration genrée et racialisée qui est bien souvent reste impensée et pas problématisée dans ces espaces d'engagement et de travail. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour. Alors, conscient qu'on est... alors, je suis membre du centre LGBT, qui est Nox Nancy. On accompagne des demandeurs d'asile quand même depuis un certain nombre d'années. Et mes permanences pour l'asile, j'avais décidé de les mettre le dimanche, justement parce que je m'étais rendu compte qu'au niveau de l'accompagnement des réfugiés, c'est-à-dire une fois que les personnes avaient leur statut, elles continuaient à être dans le stress, dans l'insécurité, dans une situation, dans un sentiment d'illégitimité. Donc, j'ai décidé que nos permanences asile seraient les dimanches après-midi. Comme ça, les personnes qui travaillent ou ont d'autres occupations peuvent aussi venir se joindre à nous. Ce sont des permanences plutôt conviviales, plus conviviales qu'administratives. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont leur statut de réfugié qui, une fois qu'elles ont ce statut-là, ne veulent pas apparaître comme homosexuels au sein de leur communauté, parce qu'une fois qu'elles ont les papiers, elles se disent bah oui, mais si je continue à aller à l'association, ils vont se dire que j'ai une implication avec, avec nous. Donc, c'est très compliqué de faire venir les personnes réfugiées comme ça, même si certains viennent. Mais c'est vrai que c'est terrible de constater qu'on s'est battu pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, pour des gens qui, une fois qu'elles ont leur statut, sont ici et se sentent en situation, ont un problème existentiel, on va dire. Voilà. Oui, merci. En fait, c'est tout simplement parce que il y a leur communauté toujours qui est présente en France et qui continue toujours à les persécuter. Donc, tous les jours, on a des personnes qui nous disent, j'étais par exemple à Château d'Eau, et là-bas, j'étais traité de PD, Donc, les personnes, elles vont toujours avoir peur, malgré qu'elles sont en France et qu'elles sont dans un pays libre, mais elles vont toujours avoir cette peur d'être découvertes parce que certains aussi, vu qu'il n'y a pas de logement, vivent dans leur famille et ne veulent pas que leur famille découvre justement qu'elles sont homosexuelles. Parfois, elles font des démarches qu'elles ne disent pas. Et c'est pareil, par exemple, nous, sur Arc Essentiel, on a des personnes qui ne souhaitent pas être prises en photo parce que si on les met sur nos réseaux, elles seront identifiées. Mais nous, notre message, toujours, c'est vous êtes venus en France pour être libres. Et tant que vous n'allez pas faire ce travail, parce qu'il y a aussi un travail psychologique qui est très important, parce que beaucoup de personnes
ils obtiennent le statut et quand elle obtient, ils se disent que oui, c'est la vie, on continue, mais il y a toujours ce problème qu'il faut le résoudre. Et ce problème, c'est un problème de santé mentale. Il faut rencontrer un psychologue, échanger avec le psychologue pour que le psychologue t'aide justement à t'accepter tel que tu es, pour pouvoir justement être épanoui dans la vie de tous les jours. Tant que ce travail n'est pas fait, il y aura toujours ce blocage. Et nous, on le voit aujourd'hui avec certaines qui acceptent suivre ce processus. Elles se sentent plus libres, elles se sentent plus épanouies, elles veulent s'investir aussi pour accompagner d'autres personnes, pour aider aussi à être des acteurs. Parce que nous, comme je l'ai dit, c'est vraiment, nous, on veut former les acteurs qui vont contribuer au développement de la France. Oh, super. Du coup, merci beaucoup pour vos deux interventions. J'avais une question pour Sarah, parce que du coup, tu as évoqué le fait que l'ARDIS propose de faire des formations auprès du personnel des CADA. Et du coup, je voulais peut-être que tu reviennes un peu sur ça, mais aussi, du coup, plus largement sur quels sont les espaces où, du coup, l'ARDIS a pris le relais sur, avant, des dispositifs d'État. Je sais pas, parce que je ne les connais pas, je connais leur action auprès des réfugiés pour adapter leur récit par rapport à l'OFPRA et aux services d'accès au statut de réfugié, mais du coup, voilà, c'est ça ma question. Oui, merci beaucoup, Elia, pour la question. Alors, dans quel domaine est-ce que l'ARDIS, mais de fait toutes les associations qui interviennent auprès des publics exilés prennent le relais de l'État de plus en plus en fait. Il y a une évolution qui est retracée par les associations et les personnes qui font de la recherche là-dessus, qui périodiquement un peu mettent à jour le nombre de domaines dans lesquels les associations sont amenées à intervenir. On a entendu ce matin notamment le travail de Noémie sur la question de l'hébergement. C'est depuis quelques années une grande question qui est portée par des associations diverses pour prendre le relais de l'absence cruelle et volontaire d'hébergement pour les personnes en demande d'asile. Disons qu'il y a peut-être une spécificité, pas que de l'ARDIS, mais de ces associations qui interviennent auprès des publics exilés LGBT, c'est que nombre de structures d'hébergement ou d'accueil avaient cette fâcheuse tendance d'envoyer des gens vers ces espaces communautaires dès lors qu'elles identifiaient que la personne avait un problème, voilà, disait être homosexuelle, lesbienne ou trans, puisque, et c'est quelque chose que je dis un peu à un moment dans ma thèse, c'est que on ne sait pas très bien si c'est fait de bonne ou de mauvaise volonté, en gros. Est-ce que notamment les lieux d'hébergement, estiment qu'elles n'ont pas les compétences pour, auquel cas, elles auraient le bon réflexe d'envoyer ces personnes vers des espaces communautaires, ou alors est-ce plutôt de forme plus ou moins assumée, non, mais réelle d'homophobie ou de transphobie, de lesbophobie, de dire allez voir ça entre vous. De fait, c'est très compliqué pour les associations de départager entre un pôle et l'autre, et on estime que c'est souvent un peu les deux. Et du coup, ces formations, elles interviennent. J'avoue que je me sens un peu inconfortable à parler de ça à la place de Aude, mais enfin, ces formations, moi je les analyse en tout cas comme ce que je disais brièvement à l'instant, c'est comme une tentative d'inverser cette délégation de l'État. Tout en l'augmentant de fait. Mais c'est aussi de dire à des travailleurs sociaux, à des travailleuses sociales, en fait, vous pouvez le faire vous-même. Voici quelques outils. Ceux qui ont un retour économique pour l'association, ce qui est très bien, et ceux qui, de fait, cherchent un peu à faire en sorte que toutes ces personnes qui, de fait, ne peuvent pas être accompagnées, pas uniquement par l'ARDIS, mais aussi par d'autres associations, bien évidemment, puissent être accompagnés plus ou moins bien tout de même, ou en tout cas avec des outils communautaires qui sont souvent nécessaires. Voilà, et pour là où est-ce que l'association intervient, c'est de fait sur toute la construction du récit, toute la
l'accompagnement à la procédure de la demande d'asile. Et depuis toujours et de manière plus intense, ou en tout cas plus, comment dire, institutionnalisé, peut-être c'est pas le bon mot, mais en tout cas, le souhait de salarisation, c'est aussi le fait de salarier des tâches que ne sont pas tellement prises en compte par ailleurs, avec une division un peu avec laquelle, bon, moi ça m'amuse un peu, c'est une division entre travail bénévole et travail social, entre l'accompagnement à la procédure en tant que telle et toutes les tâches qui relèveraient du social par ailleurs, donc l'ouverture de droits divers, de droits sociaux, qui là aussi, donc, ce sont des tâches qui sont salariées par l'association, mais qui auparavant étaient bien évidemment prises en charge de manière bénévole et que d'autres associations prennent en charge aussi, pour pallier tous les manques que l'on connaît par ailleurs, qui ne sont pas seulement propres aux populations exilées, hein, mais voilà, un peu cette disparition progressive du service public, enfin, de l'État-providence. Voilà. Bonjour. Moi, pour compléter un peu la question qui a été dite précédemment, je me demandais si du coup l'ARDIS intervenait dans des centres de formation en travail social, parce que si on fait émerger le fait que sur le terrain, les professionnels, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise volonté, se sentent démunis face à ces situations, est-ce que du coup il y a des interventions qui sont pensées directement à la source en fait du problème en tant que tel? Tu veux répondre? Pour le moment, non. Mais après, si votre centre de formation est intéressé, on peut toujours en discuter et construire une formation. Oui. Je laisse la parole à Christophe parce qu'il est bien plus engagé que moi maintenant, donc il y a des choses dont moi je suis plus tellement au courant, et c'est normal. Il y a aussi des formations qui s'adressent notamment à des interprètes, à d'autres figures aussi de ce panorama. Voilà. Il y a aussi autre chose qui arrive, alors moins par le biais peut-être de la formation, et je ne sais pas si ça arrive la même chose à d'autres chercheurs, enfin à Florent ou à Noémie, c'est qu'en tant que chercheur, chercheuse, on est invité dans des formations diverses, notamment j'ai été récemment invité dans un DU droit des étrangers pour donner de fait des conférences des dites conférences d'actualité qui se relèvent être en fait la transmission d'outils d'accompagnement. Donc il y a tout cet ensemble de choses qui se passent en même temps, qui tiennent simplement, je pense, de plus grande attention, et c'est très bien qu'à porter à la question. Mais voilà. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions très intéressantes. Moi, j'avais une question pour Sarah Cesaro sur vous avez parlé d'agressions sexuelles au sein de l'association, et je me demandais quelles actions avaient été mises en œuvre pour lutter contre ces agressions sexuelles. Est-ce qu'on est sur un triptyque classique, la prévention, l'accompagnement des victimes et puis la sanction des auteurs, ou est-ce que, on est preneur de bonnes pratiques sur ces questions-là, parce que c'est toujours compliqué quand il y a signalement de violence et comment on gère ces situations. Alors, je ne suis pas certaine qu'on soit dans ce triptyque classique. Il me semble qu'il est... Ce qui est, c'est pas, à nouveau, je parle de l'ARDIS, mais je ne parle pas que de l'ARDIS. C'est assez commun, je l'ai vu par ailleurs, dans d'autres associations qui interviennent dans la cause des étrangers. Notamment l'accompagnement des victimes, c'est pas évident, puisque pour des raisons diverses, elle reste pas, ou en tout cas, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'investissement de l'espace associatif ne va pas de soi, et le fait de rester tout de même un public, ça fait que cet accompagnement n'est pas toujours aisé. Ce qui a été fait en interne, c'est, vous intervenez si je me trompe ou si j'oublie des choses, c'est déjà des discussions un peu éreintantes, vous l'imaginez, dans les instances sur qu'est-ce qu'on fait ne fait pas. Une problématisation, comme je le disais, vraiment des rapports de pouvoir, avec des discussions assez, en tant que chercheuse, bien évidemment, assez intéressantes, en tant que bénévole, un peu moins. En tout cas, plus lourde, pas parce qu'elles sont pas intéressantes, mais c'est lourd à avoir, vous pouvez l'imaginer. Et ceux qui étaient là, ceux qui étaient là le savent, sur le rôle, en fait. Ça a amené une redéfinition partielle, en tout cas une réflexion sur le rôle des bénévoles vis-à-vis des usagers, qui étaient toujours traités comme tels. Et ça aboutit de fait sur un outil qui est
qui implique d'autres choses aussi, qui c'est une charte du bénévolat, la charte de la bénévole, qui implique tout un tas d'autres choses, mais qui a été de fait l'occasion d'inscrire des principes de qu'est-ce que c'est ce que serait qu'un bon accompagnement. Moi, je dis dans ma thèse que c'est de fait l'occasion d'instaurer une déontologie du travail bénévole, ce qui ne va pas de soi, puisque voilà, c'est du bénévolat et c'est pas toujours évident de dire à des bénévoles ça oui, ça non, et c'est tout à fait compréhensible. Outil qui a beaucoup évolué dans le temps. Je pourrais en parler, mais enfin, la première version a été un peu timide, ou en tout cas, ça se prêtait en tout cas à des tournements faciles. La toute dernière est beaucoup plus explicite, elle date de l'année dernière, je crois, beaucoup plus explicite sur une forme d'interdiction totale des relations sexuelles entre personnes considérées comme bénévoles et des personnes considérées comme publiques, non pas seulement demandeurs d'asile, puisque bon, ça a posé question au moment. Donc c'est ce genre d'outil. Et c'est un outil que je vois par ailleurs émerger dans d'autres espaces associatifs et collectifs, qui a beaucoup de limites, puisque ça revient à contractualiser une relation qui est difficile à contractualiser, où en fait un des deux parties du contrat est un peu toujours absente de la discussion, mais qui de fait vise à, voilà, comme je le disais à l'instant, d'instaurer une déontologie du travail bénévole et à nouveau à influencer un peu, à modifier un peu les cadres de la mobilisation, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui s'engagent, et je pense que Christophe Benzemani sont de suite présentés avec cet outil, avec ce problème qui n'est plus du coup laissé pas discuté ou laissé dans l'ombre, ou en tout cas mis sous le tapis, comme ça a pu être le cas de fait, ou en tout cas traité de manière plus informelle. Et ça implique qu'en gros, les nouvelles recrues doivent un peu se positionner vis-à-vis de cette affaire. Et ça implique aussi que pour les usagers, pour le public, pour les demandeurs et demandeuses d'asile qui arrivent dans l'association, elles sont elles aussi et eux aussi mis face au fait que si jamais il y a quelque chose, voilà, il y a un outil ça ne devrait pas arriver d'une part, et d'autre part, si ça arrive, il y a un outil de potentiellement d'écoute, etc. Je peux juste ajouter en tant que membre du conseil d'administration, du coup, pratico-pratique. Maintenant, les bénévoles doivent se former. Il y a une formation interne contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a des référents charte aussi. Et du coup, tous les nouveaux et nouvelles bénévoles qui entrent doivent faire cette formation s'ils veulent recevoir du public en individuel. Et aussi, on a diversifié nos activités. Il y a autant d'activités d'accompagnement individuel que collectif, ce qui fait qu'à chaque fois, on repose le cadre de quel est notre accompagnement, qu'est-ce que tu as le droit de faire au sein de l'association, qu'est-ce que nous, on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et que du coup, la parole peut est libérée sur ces sujets-là. Ce n'est pas un sujet tabou. Voilà. Bonjour, je m'appelle Arinas. Merci pour toutes les interventions et l'organisation de cet événement. J'ai deux questions et un constat. La première question, c'est par rapport en fait les aspects systémiques de pouvoir et du savoir et leur dynamique et surtout leur colonialité dans le secteur de travail associatif et la recherche académique française aussi. D'où en fait notre posture et notre positionnalité. C'est une chose importante aussi, et j'aimerais bien savoir si vous travaillez sur comment peut-on décoloniser les pratiques d'accompagnement et décentrer le white gaze en France, en tant que personne blanche ou en tant que personne aussi racisée française, avec une population, un public qui vient avec aussi des contextes légaux, sociétals et politiques différents en tant que personne queer. La deuxième question, s'il y a en fait un accompagnement spécifique pour les personnes LGBT qui ont malheureusement la qualité juridique déboutée, et on sait en fait aussi les répercussions légales, juridiques, sociétales et l'accès aux droits en tant que personne LGBT qui n'a pas pu être accordé le statut réfugié ou continuer le processus de la demande d'asile, être débouté. On sait en fait on peut pas, on peut faire un appel à la CNDA et après la décision de la CNDA, en fait, on ne peut pas renouveler la demande qu'après un an. Et ça, c'est automatiquement, il y a des conséquences d'expulsion, le QTF et le non-accès aux droits vitaux. Ce que je veux ajouter aussi à la question de la liste des pays sûrs, pour moi, c'est un mécanisme, un outil juridique international, politique, néocolonial, raciste, pour faire aussi la catégorisation exceptionnelle, sexuelle
et coloniale entre les géographies. Aussi, je peux ajouter aussi que même pour prouver le cadre législatif criminalisant les personnes LGBT et queer dans leur pays, en fait, le concept de criminaliser et être persécuté, il est relatif et il est large aussi. Il y a des pays où on sait il y a des lois qui criminalisent l'homosexualité et la transidentité avec des articles qui sont mentionnés clairement, avec des termes aussi juridiques clairs dans le code pénal, qui sont majoritairement des lois coloniales françaises et britanniques. Je passe sur ça, je vais faire une tirade. Et aussi, il y a des pays où en fait les personnes trans, intersexes et les personnes LGBTQ+ sont persécutées et qui passent par des voies judiciaires juridiques, mais pas parce qu'il n'y a pas des articles qui mentionnent ces mots-là, mais ils sont passés persécutés et sur d'autres articles. Et là aussi, en fait, le cadre législatif criminalise, il est flou dans la tête, dans la compréhension de l'administration française et ses institutions judiciaires. Et aussi, en fait, j'imagine dans l'accompagnement juridique, j'aimerais bien aussi qu'on travaille sur cette nuance de cadre législatif criminalisant l'homosexualité et la transidentité. Même la terminologie et le sémantique qu'on utilise dans nos pays et dans nos gouvernements, dans les codes juridiques ou les codes pénals d'une manière générale. Merci. Je commence, merci. Merci pour ces questions et remarques. Oui. C'est pas drôle. Enfin, les questions sont très importantes. Hein. Je réfléchis en même temps. Par rapport à la première question sur la décolonisation du savoir et du travail social, vous vous doutez peut-être qu'étant donné qui je suis, je n'ai aucune prétention à faire ça. Et ce qui est seul en même temps comme une excuse pour ne pas le faire. Et en même temps, c'est vrai, c'est que je fais un peu attention. J'essaye de faire attention du moins à ce que je dis dans mon travail. Disons que pour ce qui relève du travail associatif et du travail social, il y a quelque chose que j'ai cité à la toute fin, mais qui est plus présent bien évidemment dans la thèse et sera, j'imagine, par la suite. Ce qui m'intéresse, en tout cas ce que je cherche à faire du moins, c'est de mettre un peu en exergue ce qui n'est pas pensé dans le travail social, c'est-à-dire ces dimensions genrées et racialisées, mais c'est-à-dire tout le présupposé de l'accompagnement comme supposant, et je reprends une définition très normative de l'accompagnement qui est très juste, d'une chercheuse qui s'appelle Isabelle Astier, pour qu'il y ait accompagnement, il doit y avoir une sorte de proximité sociale entre les deux côtés, proximité sociale qui est assez peu pensée finalement, ou en tout cas ça passe souvent par la classe. Il y a cette idée de le travail social comme aider les pauvres par des pauvres, et que moi j'ai essayé de travailler justement à l'ARDIS comme en essayant de penser qu'est-ce que dans cet accompagnement relève de la proximité sociale ou est pensé comme la proximité sociale qui passe par l'orientation sexuelle et en moindre partie par l'identité de genre, et ce que ça ne dit pas ou oublie de tous les écarts de race, de classe, de nationalité, etc. Avec toutes les limites du cas, je dirais. Voilà. Mais je le redis, je n'ai bien évidemment aucune prétention à décoloniser quoi que ce soit. Je serais moins long point de me lancer dans ce type de souhait académique-là. Pour l'accompagnement spécifique des personnes deboutées, peut-être Thomas, tu peux en dire quelque chose sur les personnes qui ont été deboutées de l'asile. Est-ce qu'il y a un accompagnement? J'avais l'impression que ça faisait partie de... Non. C'est compliqué, en gros. Il y a un accompagnement qui se fait de fait par les bénévoles au cas par cas, lorsque c'est possible, lorsque les personnes qui sont déboutées arrivent à soit à se maintenir sur le territoire, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entre elles, heureusement, et à rester en lien avec l'espace associatif, ce qui est pas toujours évident. Il y a peut-être des actions spécifiques que j'ai loupées ces dernières années, mais je crois qu'elles sont très compliquées en fait à mettre en place pour ces raisons-là. Il y a tout un pôle dont on a des hauts représentants ici qui intervient auprès des publics du Blain notamment, donc des personnes qui sont ni en procédure ni encore déboutées, mais comment ?
Il y en a deux, oui, c'est ça, deux représentants, j'ai dit, hauts représentants. Donc Pascal et Eric, qui sont ici, qui voilà, œuvrent vraiment dans l'accompagnement très difficile de ce public-là, qui est très important. C'est 40% des nouvelles demandes. Et sur la question des pays sûrs et de la criminalisation, je crois comprendre que c'est plutôt une remarque qu'une question, en vrai, on est d'accord. Mais voilà, j'en ai bien d'accord sur qu'est-ce que c'est que ces politiques et ce qu'elles font. Voilà. Thomas, tu peux peut-être dire des choses? Je ne sais pas sur quoi tu veux, sur ça. Ah, pardon, j'ai l'impression En fait, comme nous, on ne s'occupe que des personnes réfugiées. Donc, je pense que c'est l'ARDIS. Quand les personnes elles viennent nous voir, nous on les oriente directement à l'ARDIS parce que ça ne fait pas partie. Voilà. Nous, on est focalisé sur les personnes réfugiées parce qu'elles ont beaucoup de problèmes et il est important qu'elles aient un accompagnement spécifique, qu'ils ne soient pas plongés. On ne peut pas multiplier les énergies et pour nous l'important c'est déjà celles qui sont là, qui ont pu obtenir un statut de réfugié, qu'elles puissent véritablement s'insérer dans la société et puis contribuer. Maintenant pour la première question, je pense que il faut dire que c'est très difficile que ce soit pour le travail associatif. Donc je vais prendre un autre exemple, je pense que c'est comme les bénévoles, par exemple, les personnes on souhaite que les personnes s'impliquent, mais elles sont confrontées vraiment à beaucoup de difficultés. Elles ont peur de s'engager, elles ont peur d'agir, parce qu'elles se disent, oui, je viens d'obtenir le statut de réfugié, je veux m'insérer dans la société, je dois trouver mon travail et tout. Donc, pour elles, elles se disent qu'elles n'ont pas le temps. Il y a très peu qui s'engagent et qui contribuent. Donc, on peut toujours croire que les associations peut-être ne veulent pas les impliquer ou bien ne veulent pas qu'elles s'engagent, mais souvent, ce n'est pas le cas. Je pense que, comme il a dit, monsieur du centre, j'ai oublié le prénom, donc... Pierre, comme Pierre l'a dit, voilà, ils veulent que les personnes s'engagent, mais les personnes ne viennent pas. Donc, on verra d'autres personnes, voilà, et on peut croire qu'il y a une barrière, et pourtant, il n'y a pas de barrière. Et on dit l'engagement doit venir du cœur, en fait. Si on a envie, on s'engage. Je pense qu'il y a certains qui s'engagent et qui contribuent pleinement. Je pense que dans la salle, il y a quelques personnes qui sont arc essentielles, qui n'ont pas regardé. Non, non. Franchement, je pense qu'il n'y a pas un blocage. Ça doit être un travail personnel aussi. Il y a certaines qui sont ouvertes et certaines qui sont fermées, ça c'est vrai, qui sont fermées, mais je pense qu'après, il y a d'autres associations qui sont ouvertes et qui donnent la place et l'opportunité aux personnes de s'engager.